Bonjour Philippe Rio. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin. Vous êtes le maire de Grigny, maire depuis 2014, c'est la ville où vous avez grandi. Vous avez été élu meilleur maire du monde, ça c'était en 2020. Grigny, c'est donc cette commune de l'Essonne en région parisienne qui est la ville la plus pauvre de France, d'après l'Observatoire des inégalités. 27 571 habitants, les grands ensembles parmi les plus sensibles, la Grande Borne, Grigny 2. En 2017, vous faisiez partie de ces maires qui avaient lancé l'appel de Grigny, l'appel qui venait de vous. La France est fragmentée, la République a quitté certains territoires, mais pour qu'elle revienne, il faut trois choses: la police, la justice, l'éducation. Vous, face à Emmanuel Macron aujourd'hui, vous lui diriez quoi pour cette fameuse initiative politique majeure? La même chose que nous lui disons depuis 2017, c'est-à-dire que dans les villes populaires, mais dans tout le pays, il y a des forces remarquables. Il y a une jeunesse qui demande qu'à vivre pleinement la République, mais la République est absente sur bien des domaines et qu'on a besoin d'égalité dans ce pays. Donc c'est ça qu'on va continuer à redire et que nous souhaitons porté extrêmement fort avec d'autres élus locaux au cœur de ces enjeux-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous donner la parole ce matin. Parce qu'il y a cette réunion avec tous les chefs de parti, parce que le moment est grave, a dit Emmanuel Macron, qu'il veut désormais des initiatives globales, qu'il demande aux partis de mettre sur la table leurs priorités. Sauf que moi, je voudrais comprendre aussi, vu de Grigny, vu de là où vous êtes, sur les questions d'éducation, sur les questions de pauvreté, sur les questions de trafic de drogue. Vous êtes à la croisée de toutes ces problématiques dont on parle aujourd'hui en cette semaine de rentrée. On va commencer par l'éducation, parce que c'est dans une semaine la rentrée. Une proposition qu'Emmanuel Macron a mise sur la table la semaine dernière, faire une rentrée plus tôt pour les élèves en difficulté. Est-ce que vous, vu de Grigny, vous vous dites que c'est une bonne idée ? Pourquoi pas ? Mais fondamentalement, allons au cœur du sujet. 12 millions d'heures d'enseignement au collège qui ne sont pas assurées par absentéisme et faute de professeurs. Un rapport qui est tombé le 6 juillet dernier de la défenseure des droits, Claire Hédon. 18 000 lycéens sans affectation dans notre pays. 20 000 enfants souffrant de handicaps qui n'ont pas de solution éducative dans notre pays, sans compter les profs absents et les postes vacants et les postes supprimés. Il y a un enjeu éducatif qui est majeur. Aujourd'hui, notre école, elle accélère les inégalités dans notre pays. Et vous le constatez ? Je le constate, Grigny, c'est 46% d'enfants qui sortent du système scolaire sans diplôme. C'est-à-dire que la promesse républicaine ne peut pas exister lorsqu'il y a des fractures aussi importantes. Mais vous avez des profs, vous avez des profs chez vous, ou est-ce que particulièrement chez vous, vous en avez moins ? Ça fait partie des sujets sur lesquels on va être extrêmement attentif, notamment au niveau du collège, pour savoir si il manque pas les 3 premiers mois de l'année le prof d'espagnol qui empêche d'apprendre cette langue vivante. Sur la question de la pauvreté, je le disais, Grigny, c'est la ville la plus pauvre de France. Vous dites que la priorité, c'est de réduire les inégalités. Si vous aviez, vous aussi, Emmanuel Macron face à vous tout à l'heure, vous l'avez d'ailleurs eu face à vous il y a peu de temps, puisque vous faisiez partie des maires qu'il avait reçus à l'Élysée juste après les émeutes. On va y revenir, on est pile 2 mois après ces émeutes. Sur ces questions de réduction des inégalités, ça passe par quoi pour vous ? La pauvreté est souvent perçue comme un sujet économique. C'en est un, évidemment. Mais c'est un sujet de droit et de non-droit. Et donc c'est un sujet de cohésion. Plus il y a de pauvreté, plus la France va continuer à se fracturer. Et donc, on a un enjeu majeur de cohésion sociale. Et donc, cet après-midi, le sujet de cohésion qui est au cœur, c'est la lutte contre la pauvreté. Nous expérimentons, avec l'État d'ailleurs, un peu au forceps, mais nous y arrivons, à mettre un plan local de lutte contre la pauvreté. Mais qui passe par quoi ? Qui passe par exemple, les petits déjeuners. Tous les enfants de maternelle à Grigny ont un petit déjeuner le matin. À l'école, donc c'est-à-dire ils arrivent un peu plus tôt ? Ils arrivent un peu plus tôt. Il y a un travail remarquable entre les agents communaux, les instits qui ont utilisé ce moment-là, parce qu'un enfant qui ne mange pas à sa faim, à 10 heures, il arrête d'apprendre. Et ça concourt à l'échec scolaire. Donc tout ça est très argumenté. La cantine, je précise que chez vous, la cantine, elle est à 1 € le repas. Même un petit peu moins pour certaines familles, mais il y a des gens qui ne vont pas assez manger à la cantine, par exemple, parce que c'est encore trop cher. Voilà, je le disais, les associations, c'est encore moins trop cher. Moins d'1 € le repas pour l'enfant, ça veut dire que chez eux, ils mangent quoi ? Du pain, par exemple, ou des chips. Donc on a un problème de
nutrition, de santé publique, mais aussi de phénomènes de santé qui sont terribles. Philippe Rio, sur la question des fournitures scolaires, vous disiez un enfant ne peut pas apprendre s'il n'a rien dans le ventre, il ne peut pas apprendre non plus s'il n'a pas de cahier ou de stylo. Chez vous, à Grigny, vous avez décidé de faire un kit, c'est ça? C'est-à-dire que vous distribuez les fournitures scolaires gratuitement? Tradition dans les villes populaires et particulièrement dans les mairies à direction communiste, de mettre à disposition effectivement des enfants et des familles. On paye les kits scolaires de rentrée et puis on alloue à l'année aussi aux classes, aux enseignants, une enveloppe financière qui permet de continuer à racheter des crayons, des papiers, etc. La ville de Grigny, ça coûte 250 000 € à l'année, tout ce qui est fourniture scolaire qu'on met à disposition des familles et des enseignants pour que ce ne soit pas un coût supporté. En plus, avec l'inflation, ça devient absolument insupportable pour les familles. Les transports, comment est-ce que vous vous en sortez sur la question des transports? Comment est-ce que vous accompagnez? Comment est-ce que vous les aidez à aller à l'école, là, sur les élèves, mais aussi pour ceux qui vivent à Grigny et qui parfois doivent partir très loin pour travailler? Comment est-ce que vous les accompagnez? Aujourd'hui, on parle sans arrêt du prix de l'essence. Où est-ce qu'on en est? On parle même de passer à l'électrique. Ils n'ont pas les moyens de passer à l'électrique. Tout ça reste très théorique, du coup, quand on rentre dans le quotidien d'une ville comme Grigny. Le droit au transport est un coma quotidien. Surtout que dans la grande banlieue, on souffre d'un système de transport qui est obsolète, qui est en rénovation mais qui prend du temps. On n'a pas eu de train cet été parce qu'il y avait des travaux. Il y a des bus qui ne passent plus dans certains endroits parce que, et je me rendrai en préfecture tout à l'heure pour régler un petit problème de sécurité dans un quartier. Donc tout ça cumulé... Petit problème, vous allez nous raconter, mais en effet, toutes ces questions-là, encore une fois, je le disais, vous êtes à la croisée de toutes ces questions. Heureusement, Grigny, petite ville géographique, donc on se promène beaucoup à pied. Donc on va à l'école à pied pour les collégiens et les autres, mais pour les lycéens et les étudiants, effectivement, on a une galère, mais les choses, j'espère, vont s'améliorer. Un tramway arrive à Grigny, donc voilà, on va pouvoir aller sur le plateau de Saclay, à l'université de Saclay, une des plus grandes universités françaises, et puis rejoindre le pôle d'Evry. Mais encore faudrait-il que, si vous nous dites que 46% des élèves de Grigny sortent sans diplôme, j'imagine qu'ils ne sont pas prêts d'aller sur le plateau de Saclay dans les grandes universités. Absolument, mais ceux qui le peuvent, et ceux qui ont envie, et ceux qui réussissent, ils doivent le faire en 20 minutes et pas en 1h30 de transport. Et ça aidera. Philippe Rio, vous disiez, je vais aller à la préfecture pour régler un petit problème de sécurité. C'est quoi ce petit problème? Oui, il nous arrive d'avoir des problèmes d'insécurité sur les transports, sur les bus. Et actuellement, on a un système des travailleurs, des chauffeurs de bus qui refusent de traverser le quartier de la Grande Borne et qui pénalisent donc les familles qui vont travailler, notamment les femmes le matin, que nous avons reçues depuis cet été. Donc voilà, on a de manière sporadique des soucis de sécurité sur des lignes de transport, à Grigny comme ailleurs, et donc on doit résoudre et faire entendre raison à celles et ceux qui dégradent. Il y a plein de choses dans ce que vous venez de dire, sur le fait que c'est surtout les femmes qui travaillent le matin, on va y revenir, sur les questions de sécurité. Quand vous dites ils pénalisent, mais en même temps vous ne pouvez pas forcer les chauffeurs de bus à accepter de traverser des quartiers s'ils ont peur pour leur vie. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est quoi la solution? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Mobilisation des parents. Les parents sont mobilisés pour dire à tout le monde: hey, oh, stop, c'est fini. Pour dire à leurs enfants? Pour dire à leurs enfants, pour dire à la poignée des jeunes qui commettent ça, de dire stop, vous pénalisez les familles qui travaillent et qui veulent faire que leur enfant réussisse. Parce que je ne connais pas une famille qui ne veut pas que leur enfant réussisse, que ce soit à l'école ou dans la vie. Et donc il y a des gens qui sont mobilisés, comme durant les émeutes. Les parents ont joué un rôle déterminant pour retenir les enfants, pour aller dans la rue pendant les périodes extrêmement difficiles que nous avons connues. Donc les parents sont mobilisés. Ils sont mobilisés, là, ils vont être parents d'élèves et ils vont être mobilisés pour que leur enfant réussisse. Quand vous dites les parents, les pères? Les pères, on a surtout entendu les mères. Absolument. Les mères ont un rôle déterminant. Mais moi, je vois des pères se mobiliser. J'ai vu des pères sortir pendant les périodes d'émeute. J'ai vu des pères m'interpeller dimanche dernier pour que le bus revienne en disant: mais il faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible. C'est notre bus à nous. C'est à nous. La question de l'autorité, on a l'impression que c'est le nouveau mot de la rentrée, que c'est à toutes les sauces, que le ministre de l'Intérieur, que l'ancien président, que le ministre de l'Éducation désormais, c'était un peu comme un gros mot et aujourd'hui on dit il faut rétablir l'autorité. Est-ce que c'est un gros mot? Est-ce qu'il faut de l'autorité et ça passe par quoi? Il en faut, il faut qu'elle soit bienveillante et juste. Vous savez, l'autorité, ça doit faire 20-30 ans qu'on dit il faut de l'autorité, il faut de l'autorité. J'ai entendu même un ancien président de la République dire on a une crise d'autorité.
sauter sur sa chaise comme un cabri en disant il faut de l'autorité, il faut de l'autorité, il faut de l'autorité, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que j'entends ça. Et force est de constater qu'on a toujours un malaise dans notre pays sur cette question-là, mais sur la manière dont on vit ensemble. Et la manière dont on arrête de stigmatiser les uns et les unes, le fait qu'on oppose des territoires ruraux aux territoires urbains. Voilà, il y a des stratégies aujourd'hui qui visent à fragmenter ces fragilités françaises, des discours politiques qui visent à fragmenter. Or, l'enjeu, notre pays ne sera fort que si, par exemple, la jeunesse des quartiers participe pleinement à l'avenir de notre pays. Donc là, c'est question aussi économique, c'est question de rapport au travail. On va y revenir, mais vous avez dit sur la question de l'autorité, vous avez dit certains pères sont sortis. On se souvient au moment des émeutes qu'il y a eu notamment des récits à la fois de juges, d'avocats, de nos confrères journalistes qui disaient que dans les comparutions immédiates, souvent dans la salle, ils avaient face à eux surtout des femmes. C'est-à-dire que du côté des prévenus, plutôt des garçons, du côté des familles qui étaient présentes dans la salle, surtout des femmes, c'est-à-dire les sœurs, les petites copines, les mamans, mais assez peu les pères. Quand vous entendez Emmanuel Macron qui, dans Le Point, dit « Les cadres familiaux et éducatifs ont explosé. Une immense majorité des personnes interpellées viennent de familles monoparentales ou de l'aide sociale à l'enfance ». Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ? Il y a une réalité sur le cœur du sujet, les familles monoparentales. Dans nos quartiers populaires, plus de 30% des familles sont des familles monoparentales. En réalité, ces familles monoparentales, c'est quasiment des mamans solo ? Maman solo. C'est très rarement des papas solo. Absolument. Maman Donc solo, en fait, quand quasi on dit exclusivement. Famille monoparentale, il faut dire des mères seules. Quoi. Et en fait, si on regarde de près, c'est le cœur de la pauvreté. Quand à Grigny, il y a 50% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, les femmes et les enfants représentent 2/3 de cette pauvreté-là. Et donc, on a effectivement un sujet dans la famille, mais aussi hors la famille. Mais vous disiez tout à l'heure, si je vous entends bien, que les plus pénalisés par les bus qui ne passent plus dans les grands ensembles, ce sont les mères Absolument. qui partent tôt travailler. Mais ils sont où les pères ? Il y a des ruptures, vous savez, dans la vie, il y a des histoires où il y a oui, mais je veux dire, il y a des ruptures, il reste père. On se marie, on divorce, et puis des fois, il y a les distances qui s'installent. Si on habite dans une autre ville, si on habite loin, mais voilà, on peut être en garde partagée. Le matin écoutez, si, il y a beaucoup. Vous allez sur le quai de la gare à Grigny, il y a beaucoup d'hommes qui vont aussi travailler. Et il y en a qui vont travailler très tôt, notamment dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans la logistique. Vous savez, toutes celles et tous ceux dont on disait pendant le Covid qui tenaient le pays, il y a aussi des hommes des quartiers populaires. Est-ce que ces mères, notamment, ces familles monoparentales, sont aidées ? On se souvient qu'il y a un certain nombre de mesures assez concrètes qui avaient été prises, notamment sur la question du recouvrement des pensions familiale. Est-ce que ça a quand même un peu changé les choses ? Est-ce qu'il y a eu des améliorations ? Oui, mais on doit monter, on doit aller beaucoup plus fort, beaucoup plus vite et beaucoup plus haut sur toutes ces questions-là. C'est un sujet qu'on doit prendre à bras-le-corps avec l'ensemble des acteurs. Je pense notamment aux travailleurs sociaux. Ils sont d'ailleurs en crise, il y en a de moins en moins. C'est comme les éducateurs de rue, il y en avait 11 000 auparavant, il n'y en a plus que 4 000 maintenant. Donc on a besoin de reconstituer tout un tissu qui soutient, qui accompagne, parce que c'est extrêmement important. Donc oui, il y a des choses qui ont été faites, mais oui, il faut faire beaucoup plus fort. 2 mois après les émeutes, quasiment jour pour jour, l'une des réponses, on l'a vu, ça a été des expulsions de logements sociaux pour ceux qui avaient été condamnés pour avoir participé à ces émeutes. Est-ce que vous estimez que c'est juste de faire ça ? Je ne me suis pas fait une religion sur ce sujet-là, je suis désolé. Je réfléchis, je regarde, c'est un fait nouveau. Quand vous voyez, il y a eu des images même qui ont été diffusées par des préfets de police qui ont voulu mettre en scène ces expulsions de logements sociaux pour des jeunes notamment qui avaient été eux-mêmes condamnés, mais qui étaient expulsés avec tous les habitants du logement, c'est-à-dire avec les frères et sœurs, avec la maman. Avec peut-être la frère et la sœur qui jouent un cadre éducatif. Ça a été le cas dans le Val d'Oise, à côté de chez vous. Qui sont dans des parcours y compris de réussite scolaire et dont on vient déstabiliser complètement. Donc regardons ce qui se passe, c'est sûr, ça pénalise. Je voudrais bien savoir où ils sont maintenant. S'ils ne sont pas dans un autre logement social, et effectivement on a eu une mise en scène extrêmement puissante. Donc voilà, moi Mais vous n'avez pas d'avis. Comment on peut ne pas avoir d'avis là-dessus ? Vous n'êtes pas quelqu'un qui n'a pas d'avis ? Je regarde, c'est nouveau, ça arrive. Vous savez, ma vie aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. J'étais hier, je faisais le tour. Oui, mais Philippe Rio, là, pour le coup, je suis un peu étonnée, parce que d'habitude, vous dites les choses assez franchement. Est-ce que vous avez la trouille de dire que vous êtes plutôt finalement favorable à ces expulsions ou est-ce qu'au contraire, qu'est-ce que vous redoutez en disant ce que vous en pensez ? Je vais le prononcer autrement. Le locataire, il a des droits et des devoirs. Depuis très longtemps, un certain nombre de devoirs ne sont pas respectés par quelques locataires qui pourrissent la vie,
dans le voisinage, dans la cage d'escalier, et il ne s'est rien passé pendant 10, 20, 30 piges. Pardon, 30 ans. Et aujourd'hui, on utilise quelque chose qui est clair et net, c'est-à-dire un contrat qui existe entre un bailleur et son locataire pour intervenir et pour mettre en scène. Donc je ne suis pas dupe de la mise en scène. Vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas dupe de la mise en scène. Je dis qu'on avait cet outil qui était à disposition depuis des années et rien n'a été fait. Et aujourd'hui, parce qu'il y a ça, on agit. Donc je ne suis pas dupe du moment politique dans lequel nous sommes. Et je dis que ça pénalise fortement des parents qui se mobilisent et qui peuvent être en échec avec leur enfant. Un parmi des fois 2 ou 3 ou 4, et que je m'interroge fortement sur l'impact pour celles et ceux qui réussissent dans la famille et qui se trouvent et qui ont essayé par exemple de faire en sorte qu'ils aillent dans le droit chemin. Mais pour autant, vous vous dites c'est quand même un outil qui existe et vous n'êtes pas totalement contre. Enfin, je vous sens. Il existe depuis longtemps, il n'a pas été mis, il a pas été utilisé. Oui, le moment, la mise en scène, ça vous m'interroge, voilà. Sur les questions des trafics de drogue, est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'il y a quelques avancées, ou est-ce que là encore, à Grigny comme ailleurs, comme on voit à Nîmes, comme on voit partout, ça explose? Oui, ça explose. Vous savez, ce genre d'économie illégale et illicite prospère sur le terreau de quoi? De la pauvreté. Une mafia, elle existe pourquoi? Quel est le terreau? C'est la pauvreté, quand l'État n'est plus là, quand la République n'est plus là. Et à partir du moment où la République recule, d'autres choses, et d'un point de vue économique, aujourd'hui, c'est quoi les quartiers populaires ou les points de deal? C'est des supérettes d'un système extraordinaire avec des producteurs, des grossistes, des gros distributeurs et la supérette en pied d'immeuble. Ben écoutez, c'est tout le système qu'il faut atteindre. Est-ce qu'il faut atteindre le consommateur? On a l'impression que c'est la nouvelle cible du gouvernement qui dit du gouvernement et d'ailleurs des partis d'opposition. Je recevais Éric Ciotti hier qui lui veut carrément multiplier par 5 les amendes. Il dit si on tape le consommateur, il y aura plus de consommateurs qui achèteront et donc il y aura plus de trafic de drogue. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on fait plus de prévention sur la consommation des drogues en France. Quelle stratégie? Vous voulez faire de la prévention, eux ils veulent pénaliser. Mais oui, mais il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Il ne peut pas y avoir de l'autorité sans justice. Il ne peut pas y avoir de police sans justice, comme il ne peut pas y avoir d'un travail sur les consommateurs sans travailler sur des mesures de santé publique. Il y a des pays qui ont des politiques de santé publique en matière de consommation, d'addiction des drogues, qui sont assez remarquables. On met de l'argent, on met des moyens, parce que ça fait partie de la solution. Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique. Et puis quand est-ce qu'on s'attaque aux gros ? Quand est-ce qu'on s'attaque aux passeurs? Quand est-ce qu'on s'attaque à ces grossistes qui organisent? Comment se fait-il que dans nos ports français, ça soit parfois, parce qu'on a diminué les moyens de la douane, des passoires de produits qui, je le rappelle, viennent de l'extérieur. Et on connaît d'où ils viennent, on sait d'où ils viennent. Philippe Rio, le rapport à la police, une grande partie de la gauche organise une manifestation contre les violences policières dans la deuxième quinzaine de septembre. Est-ce que ça fait partie des initiatives que vous soutenez ? Moi, la question des violences policières, au-delà des manifestations et autres, je travaille sur les questions de police tous les jours, avec les habitants, mais aussi avec la police de proximité qui existe. On a un problème de violence policière dans notre pays. On a un problème de doctrine policière dans notre pays. Je pense que nous sommes arrivés au bout d'un système qui a commencé en 2003, où on a dit qu'il fallait de l'autorité, de l'autorité, de l'autorité. On a même employé des mots de Karcher. Oui, donc en fait, c'est pas nouveau quand on redit autorité, là, pour vous. C'est ce que je dis depuis le début de notre rencontre. Donc on dit ça. Au passage, on supprime 10 000 emplois de police. Mais vous alliez manifester contre les violences policières ? Je n'ai pas le temps d'aller manifester tout le temps et partout. Donc moi, je suis très clair. Il y a des violences policières qui sont inacceptables. On doit revoir et reconstruire une police républicaine. La question de l'IGPN indépendante est un sujet. La question des moyens de la police et de la justice est un autre sujet. La qualité de formation de celles et ceux qui doivent assurer notre protection sur le territoire national est aussi importante. L'abaya à l'école, pour ou contre ? C'est un voile sur tous les sujets dont on vient de parler, sur le défi que l'on a. Le défi républicain d'avoir une école inclusive. Mais qui est-ce qui a mis ce voile, Serge? Je ne comprends pas très bien votre réponse. Écoutez, je découvre. Vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction, ou est-ce que vous dites on n'en parle pas? Je découvre ce sujet d'abaya, Madame de Malherbe. C'est un sujet qui n'existe pas à Grigny? Je vous le dis franchement. Je l'ai découvert par l'art du magicien médiatico-politique qui a mis ce sujet sur la table, qui existe.
dans des endroits. J'ai compris 150 établissements sur les 60 000. Il y a eu un débat politique. Il y a eu des prises de décision. Jamais aucun professeur ne vous a fait remonter. Je vous assure que moi, je n'ai pas été saisi sur cette question-là. Donc pour vous, en tout cas, vous n'en auriez pas fait la priorité? Les lycéens sans affectation, les heures pour nos collégiens et les enfants qui souffrent de handicap, qui n'ont pas de solution. C'est ce que me disent les parents aujourd'hui. C'est ce que me disent les parents lorsqu'ils n'ont pas d'entreprise pour l'alternance ou l'apprentissage. Aujourd'hui, moi, les parents me parlent que de ça et de la rentrée sur le pouvoir d'achat. Philippe Rio, merci d'être venu exposer aussi votre vision de la France depuis Grigny, dont vous êtes donc le maire PCF de Grigny. Merci à vous.